Je n'attendais pas la paix, pas vraiment. Toute ma vie, j'avais appris à ne pas trop espérer, me contenter de ce que j'avais, de ce que je gagnais à force de nuits blanches, d'heures supplémentaires, de sourires forcés dans des jobs alimentaires. J'avais grandi en pensant que le silence était un luxe, que la tranquillité n'existait que dans les films où les gens se lèvent sans réveiller personne, où la cuisine ne résonne pas des cris d'une mère stressée ou des plaintes d'une sœur qui ne voulait jamais rien partager. Ce matin-là, pourtant, dans ce petit salon vide, j'ai cru, l'espace d'un instant, que j'avais attrapé un fragment de cette paix dont je rêvais depuis l'enfance. La maison était si silencieuse qu'on entendait le tic-tac irrégulier de l'horloge que j'avais accrochée de travers. J'entendais même le froissement de mes chaussettes sur le parquet, comme si chaque son m'appartenait enfin. J'ai préparé un café, comme un rituel pour me prouver que j'étais libre. J'ai sorti ma vieille tasse ébréchée, celle qui m'avait accompagnée dans toutes mes chambres d'étudiante, posée sur des bureaux branlants dans des studios qui sentaient la moisissure. Cette tasse, c'était ma preuve silencieuse que j'avais survécu, que j'avais grandi. La lumière du matin traversait les vitres encore nues, projetant sur les murs de grands rectangles qui dessinaient un damier doré sur le sol. Le silence était épais, presque palpable, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu respirer sans craindre que quelqu'un ouvre la porte en claquant pour exiger quelque chose. C'était mon moment, ma maison, mon espace. J'ai laissé le café couler lentement, savourer la chaleur de la tasse dans mes mains, et j'ai cru que peut-être, enfin, j'étais en train de devenir quelqu'un qui avait le droit d'exister pour elle-même. La maison n'était pas un palais, 3 chambres aux murs blancs, 2 salles de bain minuscules, un jardin trop petit pour un barbecue mais parfait pour un potager. Pourtant, j'avais déjà imaginé planter de la verveine pour mes tisanes, un peu de romarin, et pourquoi pas un citronnier si j'arrivais à ne pas le faire mourir comme tous mes précédents plans. Chaque pièce représentait un projet. Une chambre d'amis pour offrir un refuge à ceux qui, comme moi, avaient trop souvent dormi sur des canapés. Un bureau pour travailler au calme. Une pièce où je pourrais ranger mes livres. Ces rêves simples, personne ne pourrait me les enlever. Du moins, c'est ce que je croyais. Avant de commencer, je tiens à te remercier d'être ici, d'avoir choisi de partager ces histoires de force discrète et de résilience invisible. Si toi aussi, tu crois que chaque femme mérite d'être reconnue pour son courage silencieux, abonne-toi maintenant. C'est gratuit, et ça nous aide à toucher celles qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Reprenons, le téléphone a vibré. Un frisson m'a glacé le dos. Papa, 8h07. Il faut qu'on parle de la maison. Rappelle-moi vite. J'ai fixé l'écran, la respiration coupée, comme si un piège venait de se refermer sur moi. Je savais qu'il n'y aurait pas de félicitations, pas de fierté. Quand j'ai pris mon courage à 2 mains pour rappeler, la voix de Martin Delaunay, mon père, a résonné sèche, sans chaleur. On en a parlé avec ta mère, et on pense qu'il serait plus juste que Clémence ait la maison. Ces mots sont tombés comme une pluie glacée. Quoi? Ai-je balbutié, incapable de comprendre. Elle est en difficulté, tu le sais. Elle a besoin d'un point de départ. Son ton ne laissait aucun doute. À ses yeux, c'était la seule solution logique, la seule moralement acceptable. J'ai cru un instant que j'allais vomir. Mon cœur battait trop vite, mes mains tremblaient. Tout mon corps semblait hurler que ce n'était pas juste. Pas après tous mes sacrifices. Pas après ces années à compter chaque pièce, à enchaîner des petits boulots, à m'interdire le moindre écart. Mais j'ai gardé le silence. Parce qu'à force d'entendre « tu es forte », j'avais appris à ne pas pleurer, à tout garder en moi. Avant que je puisse trouver un mot, le visage de ma mère, Élisabeth, est apparu. Elle portait son peignoir rose fané, celui que je voyais déjà enfant quand elle se plaignait, du bruit, du désordre, des dépenses. Elle m'a regardée avec un air presque peiné, mais ses mots étaient tranchants. « Juliette, nous t'avons tout donné. Sans nous, tu n'aurais jamais eu cette vie. Maintenant, c'est à toi de nous rendre ce que nous avons investi. »
Vous ne m'avez pas donné cette maison, ai-je répliqué la voix étranglée. Non, a-t-elle soufflé, mais tu ne serais pas là sans nous. Ces mots étaient comme des chaînes. Ils niaient tout ce que j'avais fait seule, tout ce que j'avais enduré. Je suis restée un long moment, figée devant l'écran, à écouter le silence pesant qui suivait leur demande. Un silence qui n'était pas celui de la paix, mais celui du chantage. Derrière leurs regards qui se voulaient aimants, je sentais la menace, cette certitude qu'ils finiraient par me briser à force de phrases répétées comme des prières. La famille passe avant tout. Ta sœur a besoin de toi. Tu as une obligation morale. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête comme une rengaine insidieuse. Et alors que mon père se taisait, j'entendais son souffle régulier, comme s'il comptait chaque seconde avant que je cède. J'ai raccroché. Pas par colère, mais pour ne pas me perdre dans leur labyrinthe de reproches. Je suis restée dans ma cuisine, la tasse froide entre mes mains, à regarder la lumière du matin bouger sur le parquet. Ce petit bout de soleil était la seule chose qui me semblait encore réelle. Les jours suivants, le téléphone a sonné sans cesse. D'abord mon père, ensuite ma mère, puis Clémence elle-même, qui m'envoyait des messages avec des cœurs, comme si de rien n'était, comme si tout ce qu'il demandait était normal. « Coucou Jus, on peut parler ? Je t'aime, tu sais, tu es la meilleure sœur du monde. » Je n'arrivais plus à respirer en lisant ces mots. Ils me semblaient faux, vides, comme des phrases qu'on récite pour obtenir quelque chose. Je ne répondais pas. J'essayais de me concentrer sur mon travail, sur les contrats que je gérais, mais même les lignes de code semblaient se brouiller. Les nuits étaient longues, ponctuées de réveils en sursaut, comme si mon corps savait qu'un orage se préparait. Un soir, alors que je tentais de trouver le sommeil, j'ai repensé à toutes ces fois où Clémence avait eu ce qu'elle voulait sans jamais rien demander. Le voyage à Amsterdam pour stimuler sa créativité, le nouvel ordinateur après avoir cassé l'ancien dans un café, le stage payé par mes parents dans une galerie chic. À chaque fois, j'étais celle qui devait comprendre, celle qui devait se serrer la ceinture pour que Clémence puisse continuer à rêver. Puis le coup de massue est tombé. Un huissier sur le pas de ma porte, les joues rouges du froid, m'a tendu une enveloppe épaisse. Dedans, la plainte. Mes parents me poursuivaient en justice. Je me suis assise sur le sol, dos contre le mur, les mains tremblantes. Je relisais la même phrase encore et encore. Transfert de la propriété de la maison à Clémence Delaunay, prise en charge des paiements, compensation pour préjudice émotionnel subi par la plaignante. La somme qu'il réclamait, 290 300 €, me brûlait les yeux. J'avais l'impression d'étouffer. Je me suis mise à trembler, incapable de me relever. Comme si, en une lettre, il venait de réduire à néant tout ce que j'avais construit. Chaque sacrifice, chaque victoire, chaque pas hors de leur emprise. J'ai passé les nuits suivantes à fouiller mes souvenirs, à me demander où j'avais failli. Je repensais à mes 17 ans, à cette soirée où je m'étais coupé la main en travaillant dans une pizzeria, seule, sans assurance, sans famille, pour m'aider. Je repensais à mes 19 ans, quand j'avais raté un semestre parce que je travaillais 50 heures par semaine pour payer mon loyer. Personne ne m'avait proposé de voyage à Rome pour me retrouver. J'avais continué à avancer, toujours seule, convaincue qu'un jour, mes efforts seraient suffisants pour qu'on me voie. Mais ce jour n'était jamais venu. En relisant la plainte, j'ai compris. Ils ne voulaient pas seulement ma maison, ils voulaient me rappeler que tout ce que je faisais devait leur revenir. Que je n'étais pas une personne à part entière, mais une extension de leurs désirs. Alors, j'ai commencé à préparer ma défense. J'ai trié chaque relevé bancaire, chaque contrat signé, chaque preuve de paiement. J'ai imprimé les mails où je demandais de l'aide pour un livre ou un loyer, toujours refusé au nom des priorités familiales. J'ai classé chaque papier dans un dossier épais, que je relisais le soir jusqu'à en connaître chaque ligne. C'était ma vie, mise noir sur blanc. Mon histoire, que j'allais devoir raconter devant des étrangers. Le jour de l'audience, je me suis réveillée avant l'aube.
J'ai repassé mon vieux costume bleu marine, celui que je portais lors de mes premiers entretiens. Je me suis coiffée soigneusement, maquillée légèrement. J'avais décidé que, quoi qu'il arrive, je ne laisserais pas la peur transparaître. Quand je suis arrivée au tribunal, l'air était glacé. Je voyais ma respiration formée de petites volutes blanches. J'ai marché jusqu'à la salle d'audience, mes talons résonnant dans le couloir vide. Mes parents et Emma déjà là, Clémence collée à ma mère, les yeux rougis, la bouche pincée comme une enfant. Ma tante Agnès se tenait légèrement en retrait, les bras croisés, le regard dur. Tous portaient le même t-shirt blanc avec l'inscription noire « La famille avant tout ». J'ai inspiré profondément et je me suis assise sur le banc opposé. Quand la juge est entrée, le silence s'est abattu sur la salle. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine que tout le monde l'entendait. La juge a énoncé nos noms. J'ai entendu mon nom résonner dans la salle glacée, comme une sentence. Puis elle a demandé aux plaignants de présenter leur dossier. Leur avocat, un homme fatigué au regard fuyant, s'est levé et a commencé à réciter des phrases toutes faites. Mes clients, monsieur et madame Delaunay, estiment que leur fille, Juliette, leur doit cette maison, qu'elle ne serait pas là où elle est sans eux, et que, dans un souci d'équité, il serait juste de transférer la propriété à leur seconde fille, Clémence, qui traverse une période difficile. Je n'entendais plus vraiment ces mots. J'observais ma sœur, son visage tremblant, ses mains crispées sur la manche de ma mère. Je voyais le soulagement dans le regard de mon père, convaincu que tout irait dans leur sens. Quand la juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, je me suis levée lentement, comme si le temps s'étirait autour de moi. J'ai sorti mon dossier et j'ai commencé à parler, d'une voix calme mais ferme. J'ai raconté chaque job que j'avais enchaîné, chaque loyer payé seul, chaque nuit où j'avais hésité à tout abandonner. J'ai montré les preuves, mes relevés bancaires, l'acte de propriété signé à mon seul nom, les courriels de refus de mes parents. La juge lisait attentivement, son visage impassible. Le silence était si dense qu'on entendait le froissement de chaque page qu'elle tournait. Quand j'ai terminé ma déposition, la salle était silencieuse, comme figée dans le temps. Je pouvais sentir les regards braqués sur moi, sur cette fille ingrate, qui osait raconter sa version de l'histoire. La juge referma mon dossier et prit un moment pour nous observer, comme si elle essayait de percer la vérité derrière les mots. Puis, Clémence s'est levée soudainement, ses larmes coulant sur ses joues, et elle a tendu les bras vers moi. « Je te pardonne », a-t-elle déclaré d'une voix brisée, assez forte pour que chaque personne dans la salle l'entende clairement. Elle avançait comme dans un film dramatique, ses pas hésitants, le visage baigné de lumière sous les néons du tribunal. Mais quand elle a essayé de m'enlacer, je me suis écartée. Elle a vacillé, manquant de tomber, et un petit gémissement a échappé à ma mère, comme si j'avais frappé Clémence en pleine poitrine. Ma tante Agnès a soufflé, d'une voix assez forte pour être entendue par tous. « Honte à toi, petite ingrate !» Le juge a frappé son marteau sur le pupitre, le son résonnant comme un coup de tonnerre. « Silence !» a-t-elle ordonné. L'avocat de mes parents a repris, sortant cette fois des photos de moi enfant. Moi sur un manège, moi à la plage, moi avec un cornet de frites. Des souvenirs que je n'avais pas revus depuis 20 ans. Puis, il a dégainé des tickets de caisse ridicules. Un menu enfant acheté en 2004, un pantalon offert pour mes 8 ans. Preuve, annonçait-il, des investissements consentis par mes clients pour le bien-être de leur fille. Mon estomac se serrait de dégoût. Il réduisait toute mon enfance à des reçus, comme si l'amour parental se mesurait à coups de tickets de supermarché. Clémence a alors présenté sa vision, transformer la maison en résidence artistique, un sanctuaire pour créateurs incompris, un espace d'inspiration où la beauté soignerait les blessures. Elle parlait avec passion, les mains agitées, un petit sourire inspiré sur les lèvres. « Avez-vous tiré un revenu de vos créations ?» demanda la juge, la voix glaciale.
Clémence jeta un regard vers ma mère, puis répondit d'un ton doucereux. Je construis ma marque. Ces choses prennent du temps. Et vos revenus actuels? Insista la juge. Clémence hésita, baissa les yeux, avant que ma mère intervienne. Elle traverse une phase difficile. Elle a besoin de stabilité pour s'épanouir. Le silence tomba de nouveau, pesant comme une chape de plomb. La juge se tourna vers moi. Avez-vous autre chose à soumettre? Demanda-t-elle, la voix plus douce. J'ouvris un petit dossier que je gardais pour la fin. J'y avais glissé les copies des courriels que j'avais envoyés à mes parents durant mes années de fac. Maman, papa, j'ai besoin d'aide pour payer un manuel. J'ai du mal avec le loyer ce mois-ci. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer mes études. Et leur réponse, lapidaire, toujours semblable. Désolée, Juliette, nous concentrons nos ressources sur Clémence pour le moment. La juge lut chaque ligne. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient une compréhension nouvelle. Elle releva lentement la tête et balaya la salle du regard. Je compris alors qu'elle voyait clair dans leur petit théâtre. 5 jours plus tard, la décision tomba, simple et implacable. Affaire classée, sans fondement légal, aucun transfert de propriété, aucune obligation financière. Je relus la notification 3 fois, les mains tremblantes, avant de m'autoriser un souffle de soulagement. Je ne sautais pas de joie. Je ne pleurais pas. Je restais simplement là, assise sur le canapé, à écouter le tic-tac irrégulier de mon horloge. Le silence de la maison reprenait ses droits, mais cette fois, il avait un goût de victoire. Je ne répondis pas. Ce soir-là, j'ai commandé des sushis, me suis enroulée dans une couverture et j'ai regardé un vieux documentaire sur les épaves oubliées. Je me sentais aussi usée et cabossée qu'un de ces navires échoués, mais pour la première fois, je n'étais pas prête à couler. Les jours suivants, le groupe familial sur lequel nous échangions des nouvelles explosa. Ma cousine Marion écrivit « Vous avez payé 200 000 € pour les études de Clémence, alors que je travaillais la nuit pour financer la mienne. » Puis, un autre cousin ajouta « Vous m'avez refusé 200 € pour des livres, mais avez acheté un MacBook à Clémence le lendemain. » Chaque message déchirait un peu plus le vernis de perfection que mes parents s'étaient efforcés de maintenir. Puis vint le choc. Un message de mon grand-père Armand, le père de ma mère, un homme que mes parents avaient toujours tenu à l'écart sous prétexte qu'il était trop sévère, trop vieux jeu. Son message était court, mais chaque mot pesait lourd. « Vous êtes une honte. Juliette a réussi malgré vous, pas grâce à vous. » J'ai relu ces mots encore et encore. C'était la première fois que quelqu'un dans la famille disait ce que je n'osais même plus penser à voix haute. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, la maison est toujours mienne. Les messages de mes parents continuent d'arriver, tantôt suppliants, tantôt menaçants. « Quand vas-tu revenir ? Ta sœur a besoin de toi. » Je ne réponds pas. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Je préfère les voir s'échouer, impuissants, sur ma boîte de réception. Clémence travaille désormais à mi-temps dans un café. Ses stories parlent de clients désagréables et de familles toxiques. Sa cagnotte en ligne a été fermée pour informations mensongères. Ma tante Agnès a reçu un avertissement officiel de son employeur après avoir utilisé son adresse mail professionnelle pour m'envoyer des menaces. La maison, elle, est devenue un sanctuaire. Les murs, longtemps vides, sont maintenant décorés de photos de lieux que j'ai visités seule. Mon vieux bureau, installé dans la chambre d'amis, est couvert de projets. Et dans un panier, au pied du canapé, dort Nova, ma chienne adoptée 2 mois plus tôt. Avec son oreille tombante et la petite cicatrice sur sa patte, elle me rappelle chaque jour qu'on peut avoir un passé cabossé et trouver quand même un endroit où on est en sécurité. Mon grand-père Armand vient tous les dimanches. Il apporte des légumes du marché, des outils pour la maison, et on s'assied sous la véranda pour parler du temps qu'il fera ou de la meilleure façon de réparer une serrure récalcitrante. Un jour, il est arrivé avec une photo que je n'avais jamais vue. Moi, à ma remise de diplôme, que je n'avais invité à personne. Sur le cliché, on le voyait derrière la barrière, main dans les poches,
le regard fixé sur moi. Je ne t'ai jamais quitté du regard, m'a-t-il dit en posant la photo sur la table. Je n'avais juste pas le droit d'être près de toi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je suis fière de toi, Juliette. Tu n'as pas laissé ces vautours te voler ce qui ne leur appartenait pas. Je n'ai pas pleuré. J'ai hoché la tête, versé un peu plus de café, et nous avons parlé de tout sauf de la douleur. Parce qu'il y a des conversations qui n'ont pas besoin d'être menées pour être comprises. Le soir, alors que le soleil disparaît derrière la palissade du jardin, la lumière se glisse encore sur le parquet, comme un rappel silencieux que j'ai gagné ma liberté. Je garde l'acte de propriété dans un tiroir, à côté de la fenêtre, pas comme un trophée, mais comme un symbole, celui que, pour la première fois, je n'avais pas à revenir vers eux pour être aimée, que je n'avais pas besoin de crier ni de tout raconter, que je n'avais qu'à dire un seul mot qu'ils n'ont jamais su prononcer. Paix. Alors si toi aussi, on t'a effacé après que tu aies tout donné, si on t'a utilisé, trahi, puis jeté comme si tu n'avais jamais compté, ce récit est pour toi. Pour celles et ceux qu'on a laissés dans l'ombre alors qu'ils portaient tout sur leurs épaules. Si mes mots t'ont parlé, clique sur j'aime, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la plus grande force, c'est de se relever en silence et de reprendre toute sa place sans rien demander à personne.